Et on continue ce marathon des associations avec Échange pour une Terre solidaire. Donc on reçoit Claire Totti. Bonjour. Bonjour. Alors vous pouvez nous présenter rapidement votre association, le fondement, etc. Les étudiants vous écoutent. D'accord. Bonjour. Donc notre association travaille à ce qu'on appelle la réappropriation citoyenne de l'alimentation. Ok, c'est-à-dire? Alors, si on se la réapproprie, c'est qu'on a un petit peu perdu la main sur les offres qui nous sont faites dans le domaine. Et nous, notre position d'association, c'est de questionner le modèle alimentaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et en gros... Et il a besoin d'être questionné, à mon avis. Il a besoin d'être questionné, voilà, pour dans plusieurs directions. Je commencerai par la santé. Parce qu'on sait aujourd'hui que il y a des pratiques alimentaires qui sont pas terribles pour la santé. Je pense au fast-food, je pense, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Et je pense aussi à l'absence de produits frais dans beaucoup de foyers aujourd'hui, ou la limitation de l'achat local de produits frais et aussi biologiques, puisqu'on n'en a pas beaucoup en Picardie, de produits biologiques. Globalement, on sait qu'il y a en Picardie et dans la région Nord-Pas-de-Calais, on est une région défavorisée au niveau de l'obésité, au niveau des problèmes cardiovasculaires, du diabète, etc. Donc tout ça, c'est lié en fait au modèle alimentaire. Ensuite, deuxième élément, l'environnement, puisque on est dans un système qui produit beaucoup de déchets, beaucoup d'emballages, une production agricole qui pollue pas mal, qui occasionne des pollutions de l'eau. Tout ça n'est pas terrible. Ensuite, la dimension sociale. On sait aussi qu'aujourd'hui, 12% des foyers en France sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien réparti quelque part. En effet, c'est vrai. Et enfin, du point de vue économique, il y a une concentration des pouvoirs avec la grande distribution, les filières longues. Ouais. Voilà, donc tout ça fait que nous, on essaye de faire réfléchir les gens là-dessus. Et on commence par les enfants, les écoles, on va dans les milieux scolaires. Ok, donc voilà. Des interventions dans on fait des interventions. Écoles primaires, collèges, etc. Voilà, alors on a deux pans d'activité, tout ce qui est sensibilisation, éducation alimentaire. Donc là, on va dans les écoles primaires, on va dans les collèges, on va dans les lycées même. On sensibilise sur tous ces sujets, sur l'équilibre alimentaire, la saisonnalité. Le message est plutôt bien reçu de façon générale ou... Oui, c'est bien reçu. On est aussi, on a deux animatrices qui passent par des choses pratiques. En général, on fait un atelier culinaire, ça permet aux jeunes de s'expérimenter, d'être dans le concret. On n'est pas que dans le discours, d'expérimenter des recettes sympas, qui ont pas mal de qualité, réfléchir à comment on peut se nourrir autrement. Okay. Puis après, on est aussi sur événements. On va faire des ateliers sur événements où là, on touche le grand public. Les gens viennent, ils font un atelier in situ, ils viennent et ils font un atelier avec nous. Dans des centres commerciaux, des trucs comme ça? Non, on ne va pas dans les centres commerciaux, on va plutôt sur des événements publics organisés par les collectivités, par le département, sur un marché. Marché des foires, comme ça. Sur des événements festifs aussi, on peut faire ça, voilà. D'accord. Et puis on a un deuxième pan qui est un peu plus compliqué à expliquer, mais bon, je vais tenter d'expliquer quelque chose. Allez-y. C'est en fait, on a une entrée, ce qu'on appelle territorial. Et comme vous avez une formation aussi en lien avec les collectivités locales, peut-être ça peut parler aux gens. C'est vrai. Où là, on essaie d'expérimenter comment l'alimentation peut être un élément de développement local aussi, de sensibilisation, d'éducation et de développement local. Voilà, donc on est sur 3 territoires en Picardie en particulier, voilà. On va travailler, pour prendre des exemples, sur la restauration collective. Comment faire pour qu'il y ait plus de produits locaux et bio en restauration collective. D'accord. Dans la région de Laon, pour prendre un exemple. Que je connais très bien. Voilà, et puis dans la région du Pays de Bray, on va être plus sur la possibilité de points de vente collectifs pour que les gens du pays puissent accéder plus facilement à des produits des producteurs locaux. Ok, je vous donne 2 exemples. Ouais. Deux bons exemples, en tout cas. Voilà. C'est une très bonne cause. Donc sinon, à part ça, donc vos actions, vos projets à venir, est-ce que vous pouvez nous en parler? Je vois que c'est... Écoutez, on essaie de maintenir ces 2 axes parce que ça nous semble important. Il faut toucher le plus grand nombre en éduquant, en informant surtout, en faisant réfléchir les gens aussi sur le conditionnement par la publicité, par exemple, des choses comme ça. La lecture d'étiquettes aussi. Voilà, toutes ces questions de s'interroger sur se réapproprier les choses, comme je vous le disais au départ. Donc ça restera. Je veux dire que c'est vraiment notre point de départ et on sent bien qu'il y a un besoin un peu dans tous azimuts.
L'autre action, elle est plus complexe, elle est plus, on va dire, expérimentale, mais elle est aussi soutenue. On a été soutenu par récemment, là, on a réussi on a été primé par le ministère de l'Agriculture pour ce projet, le projet d'animation de territoire, voilà, parce que c'est vrai que c'est aussi dans les politiques publiques, il y a maintenant cette volonté d'atterrir un peu plus l'alimentation, si on peut dire. Vous serez présent au Salon de l'Agriculture, vous pensez? On y a été présent l'année dernière. L'année dernière, ok, d'accord. Dans ce cadre-là. Très bonne chose. Merci beaucoup. Je vous en prie, n'hésitez pas à venir au stand, ceux qui nous ont écoutés. Voilà, on a besoin de gens aussi, on a besoin d'adhérents. On est très ouvert à toute participation de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, peu importe, mais on pense que justement c'est un espace où il y a possibilité de s'impliquer un petit peu, ou d'être informé, ou d'être lié à notre association. Et puis c'est important pour la génération future. Exactement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir discuter avec nous. Ok, voilà. Pas de souci. Merci beaucoup Claire. Bon courage et bonne journée. Au revoir. Merci de m'avoir écouté. Pas de souci. On continue, on reçoit Daniel Pilk, donc, qui représente l'association Decicamp. Donc bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser introduire votre association et donc défendre vos intérêts. Alors Decicamp est une association comme il en existe aujourd'hui de nombreuses un peu partout en France, qui s'oppose à l'installation d'une ferme-usine porcine en Picardie dite verte, à Loueuse, et qui deviendrait, si elle voyait le jour, la plus grosse porcherie industrielle de l'Oise. Cette porcherie collabore avec la Coperle Arc Atlantique, qui est le numéro 1 du port en Europe, si mes souvenirs sont exacts, et qui donc utilise un certain nombre de porcheries de ce type pour faire en sorte que son activité se développe. D'accord. Compte tenu de la saturation de la Bretagne, avec tous les impacts que l'on connaît au niveau de l'environnement, les algues vertes, j'en passe et des meilleurs, à mon sens, recherche aujourd'hui de nouveaux territoires, et la Picardie, au même titre que par exemple la Somme, sont des géographies qui leur conviendraient très bien pour augmenter ces unités de production. D'accord. Donc c'est quoi vos actions pour lutter contre ça? Alors cette association s'est créée lorsque annonce a été faite d'une enquête publique à propos de la porcherie. Et Decicamp, ça veut dire démocratie pour les citoyens des campagnes. La réaction immédiate des citoyens aux alentours a consisté à dire que cette approche était, peu démocratique à leurs yeux, une information vraiment très légère avait été communiquée au public, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, même à considérer que ce type d'exploitation puisse exister, le choix d'un petit village de 150 habitants avait été retenu comme site d'implantation, puisque la porcherie est à l'intérieur du village, d'implantation de cette activité, et que, d'autre part, un certain nombre de nuisances diverses et variées, qu'elles soient environnementales, écologiques, qu'elles touchent à la condition animale et à des choses encore un peu plus, je dirais, égoïstes, la dévalorisation des biens, tous ces éléments étaient à combattre. Donc nous nous sommes vite rapprochés d'autres associations comme Novicène et 1000 vaches dans la Somme, qui luttent, comme beaucoup de gens le savent, contre cette industrialisation. Et nous avons entrepris d'expliquer pourquoi nous ne voulions pas que cette porcherie industrielle se mette en place dans le village. Alors, quels sont les principaux arguments ? En plus de ceux que j'ai cités rapidement, il y en a un qui aujourd'hui est intéressant et qui est un argument purement économique. On nous dit que certains nous disent, et nous on pense que c'est complètement faux, que l'avenir de l'agriculture c'est dans l'industrialisation de l'élevage avec des fermes de plus en plus grosses,
et que c'est cela qui permettra de nous nourrir la planète et de nourrir les Français. Ok. Il s'avère que le réel nous prouve le contraire. Vous connaissez tous la crise de l'élevage dont on parle tous les jours. Oui. Cette crise de l'élevage, c'est la crise de l'intensif. Pourquoi il y a crise? Simplement parce que quand vous faites du pas bon, pas cher, lié, pieds et poings liés, avec les industriels, qui eux gagnent de l'argent en vous fournissant de l'alimentation bétail ou d'autres produits, et qui vous imposent un prix ras des pâquerettes pour que leur marge soit conséquente, Ouais. bien évidemment, ce prolétariat d'agriculteurs souffre. En effet, ouais. Le drame, c'est que quand on regarde ou quand on écoute les médias, on ne parle jamais d'une autre agriculture qui aujourd'hui existe, qui est composée de fermes beaucoup plus petites, qui font du propre, qui respectent la condition animale, qui font des produits qui n'ont pas de risque pour la santé humaine, et qui gagnent de l'argent. Ces agriculteurs, pour la plupart, travaillent en bio, et pour un certain nombre d'entre eux, utilisent des circuits courts, c'est-à-dire sans intermédiaire, pour vendre directement aux consommateurs. D'autre part, ces établissements sont autonomes. Excusez-moi. Ces établissements sont autonomes, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, ils nourrissent leurs animaux avec une production qui vient de leur propre ferme. Donc en termes de prix de revient, c'est beaucoup plus intéressant. Et ils ne sont pas non plus, limités au niveau du prix de vente, puisqu'ils sont hors circuit de ces industriels. Ouais. Et comme en plus ils passent directement, pour la plupart, au niveau du consommateur, il n'y a pas d'intermédiaire, style les supermarchés. Et eux se sont extraits de la logique productiviste pas chère, avec tout ce que ça implique. Alors, c'est pas en dehors du système, c'est que c'est une autre agriculture que représente en grande partie la Confédération paysanne, dont on ne parle jamais, mais qui est quand même un gros syndicat agricole à côté de la FNSEA. Et de cela, il faut parler. Pourquoi? Parce que l'avenir de l'agriculture aujourd'hui est beaucoup plus là. D'autre part, le pas bon, pas cher, la concurrence effrénée, elle va continuer avec d'autres pays, et des pays dont les coûts de main-d'œuvre sont beaucoup plus faibles que les nôtres. Ça va produire ce que ça va produire, même si on sait au niveau de la qualité du produit lui-même en finale, ce que ça risque de faire, et les gros dégâts que ça va faire dans certains pays. Exemple, l'Argentine avec les productions de soja et où on a pollué tout le pays et où il y a des gens malades partout. Ces productions de qualité, en plus, ont un point fort, c'est qu'aujourd'hui, avec l'image, j'espère que ça continuera, mais ça va finir par cesser l'image de la France en termes de gastronomie, en termes de bons produits, eh bien, certaines de ces petites fermes, aujourd'hui, exportent. On ne le dit pas assez. Vous avez une production en Auvergne aujourd'hui de porc haut de gamme, eh bien, ils exportent, devinez vers où? Vers la Hollande. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont intéressés par avoir des produits d'une certaine qualité et les moins nocifs pour leur santé. Eh bien, les Hollandais, qui sont plutôt dans la logique des fermes-usines, ils n'ont plus cette viande de qualité. Donc, de ce fait, ils vont la chercher ailleurs. Donc, voilà pourquoi on se bat. Alors, effectivement, il y a un combat de fond qui se situe par rapport aussi à la pollution, puisque les élevages industriels porcins provoquent de la pollution au nitrate, sont la source d'émanations d'ammoniac libre, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres de là où se situe le site, procurent toutes sortes de nuisances aux alentours. Donc quand on parle de pollution au nitrate, on parle bien évidemment de pollution des nappes phréatiques et de la qualité de l'eau qu'on a au niveau des robinets. Donc pensons à nos enfants aussi. Enfin, vous êtes jeunes, mais pensez-y quand même. Et puis, il y a cette problématique de la condition animale. Il existe des règles européennes, c'est celles qui sont à respecter. Mais
ces règles européennes, c'est vraiment à minima. De mémoire, j'espère ne pas me tromper, dans le dossier qui est le nôtre, la surface par animal, c'est 0,46 m. Sur caillebotis, intégrale. C'est-à-dire qu'en fait, les porcs sont sur du béton, se chient dessus, hein, pour être clair, et vivent en moyenne sur 0,46 m². Alors que dans une production, je dirais, les autres types de production dont je parlais précédemment, c'est du porc sur paille, certains sont en grande partie en liberté pendant un certain temps, mangent des fourrages qui n'ont pas été pollués par toutes sortes de produits phytosanitaires, on en parle beaucoup aujourd'hui, les pesticides et compagnie, et génèrent de l'alimentation saine pour la population. Donc, hormis notre intérêt égoïste d'être dans le village, là où on veut implanter cette ferme-usine, on se bat à la fois pour nos intérêts, mais aussi pour toutes les raisons, et j'ai dû en oublier encore, que j'ai essayé de vous exposer. En tout cas, j'espère que celles que vous avez exposées ont intéressé les étudiants. C'était super intéressant en tout cas. On espère que vos actions seront menées à bien. Et je vous en remercie. Et voilà, j'espère que votre cause va aussi s'étendre au fil du temps. Vous qui êtes jeune, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est de développer une information auprès du consommateur en ce qui concerne ce qu'ils ingurgitent et ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants. Et de ce qu'ils donnent à boire à leurs enfants. On a aujourd'hui des développements de maladies qu'on n'avait pas avant, comme par exemple des malformations congénitales au niveau des testicules des gosses. Apparemment, ça viendrait des produits qui sont épandus dans les champs. On a des statistiques, et je vous conseille de vous rapprocher de Génération Future, François Gaillerette, qui travaille sur le sujet des pesticides. On a aujourd'hui des taux de pesticides qui sont hallucinants chez les habitants qui sont proches des zones d'épandage, c'est-à-dire des champs. Et si on compare à ce qui se passe ailleurs, je parlais de l'Argentine où c'est beaucoup plus démesuré, mais pourvu que ça n'arrive pas en France, le nombre de malformations des enfants se développe, le nombre de cancers se développe. Donc faites attention, pensez à ça, informez les jeunes sur tous ces sujets qui sont d'importance. C'est aussi un combat de société. C'est clair. C'est super important. En tout cas, ça m'a fait réfléchir. Merci beaucoup, Daniel Pilk. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et au revoir. Bon courage. Ok, donc on poursuit l'émission avec la ville de Nogent. Donc on reçoit Joël Pratt, bonjour. Oui, bonjour. Donc voilà, donc qui va nous parler des missions que la ville de Nogent entreprend en ce moment. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Alors, le premier point qu'on peut évoquer pour la ville de Nogent, c'est le chauffage urbain. L'historique, si on reprend l'historique de ce projet-là, en 2012, la délégation de service public liée au chauffage urbain de la ville de Nogent arrivait à son terme. Et il y a eu donc un appel d'offres qui a été lancé par la ville de Nogent-sur-Oise. C'est la société Dalkia, une filiale donc d'EDF, qui a été désignée nouveau délégataire de service public pour le chauffage urbain de la ville de Nogent-sur-Oise. Le chauffage urbain, En quoi ça consiste ? c'est un chauffage donc d'un certain nombre de logements. Alors, ce qui existait avant ce qui se passe aujourd'hui, à l'époque, la ville de Nogent disposait d'une chaufferie qui fonctionnait au gaz et qui alimentait donc environ 1500 logements à peu près sur la ville de Nogent en eau chaude et en chauffage. À partir de cet appel d'offres, donc comme je vous disais, la société Dalkia a été désignée nouveau délégataire de service public et a proposé un système qui consistait donc à chauffer l'eau et à apporter le chauffage vers ce dispositif de chauffage urbain à partir de la combustion des déchets du centre de valorisation énergétique de Villers-Saint-Paul. Centre de valorisation énergétique, c'est ni plus ni moins que l'incinérateur qui est situé à Villers-Saint-Paul. Ok. Cet incinérateur donc brûle ou est prévu pour brûler 150 000 tonnes d'ordures ménagères par an. C'est énorme. Énorme, effectivement.
Et jusqu'à maintenant, l'énergie produite, la chaleur produite par la combustion des déchets est ni plus ni moins que perdue. Et aujourd'hui, elle est utilisée alors non seulement pour le chauffage urbain de la ville de Nogent, mais également pour la production d'électricité, pour le site donc de Villers-Saint-Paul, un site industriel qui se situe donc à proximité. Alors Nogent-sur-Oise, c'est un petit peu plus éloigné, ça a demandé donc depuis le centre de valorisation énergétique d'aménager un circuit d'eau chaude, circuit d'eau chaude qui alimente l'ancienne chaufferie donc de Nogent, chaufferie à partir de laquelle la ville est alimentée donc en... Ça c'est faisable, c'est faisable dans des délais prochainement ou... C'est en cours, c'est ça en cours, existe. d'accord. Nous avons à l'heure actuelle à peu près 2000 logements, ça fait globalement 5000 personnes qui sont alimentées par ce système-là. Déjà aujourd'hui, d'accord. Déjà aujourd'hui, et en plus de ça, nous avons un certain nombre de bâtiments du style de la mairie, qui sont aussi alimentés, qui sont également alimentés à partir de ce système-là. La piscine, le système de chauffage de l'eau de la piscine a évolué, a été changé, et l'eau de la piscine, donc Nogent-Villers, puisqu'elle appartient à la fois à Nogent et à Villers-Saint-Paul, est alimentée à partir de ce nouveau système depuis quelques mois maintenant. Ok, donc c'est un très bon système, très bonne initiative en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres messages à faire passer? Donc là, vous savez que c'est les étudiants de l'IUT qui nous écoutent. Est-ce que vous avez d'autres projets concernant les jeunes qui arrivent prochainement, ou des choses que vous voulez mettre en avant? Alors au niveau développement durable, puisque c'est un petit peu le thème, ouais. C'est mon thème, puisque je suis élu et délégué au développement durable donc à la ville de Nogent-sur-Oise. Ce que je dirais dans les autres domaines sur lesquels on travaille à l'heure actuelle, nous avons un projet de zone nature sur un site qui s'appelle le Marais Montroy, qui est situé au nord de la commune de Nogent-sur-Oise, au carrefour du CD 200 et de la RD 1016, donc la route Paris-Lille. Nous avons une zone boisée, à l'heure actuelle une zone de marais de 8 hectares environ, sur lesquels nous menons une étude. Nous faisons mener une étude par un cabinet extérieur pour voir au niveau de la faune, de la flore, de l'hydrologie, ce qu'il est possible de faire sur cette zone-là. Une étude, ça dure à peu près un an. C'est un cycle de nature en quelque sorte. Et à partir de là, on verra ce qu'il est possible. L'idée, c'est d'aménager une zone humide, une zone... voilà. Mais c'est à l'état, pour l'instant, de... Enfin, on y travaille. Voilà. Ok, c'est un concept. Enfin, c'est un projet. Ok, d'accord. Voilà. Dans les grandes évolutions, on peut parler aussi de l'éclairage urbain. C'est un véritable sujet. Je travaille aussi, ouais. L'éclairage urbain, on essaie de se mettre aux techniques modernes avec les LED. Ouais. Dans la ville ou... Dans la ville. Ok. Dans la ville. Il y a des aménagements déjà? Les candélabres, je dirais que les candélabres qu'on change, on est amené à changer, parce qu'ils sont détruits, parce qu'ils sont trop vieux. Alors on fait quand même progressivement, on ne peut pas faire ça d'un seul coup. C'est 2800 points lumineux sur Nogent-sur-Oise, c'est quand même pas rien. Ouais. Si on peut en faire 150 à 200 par an, c'est déjà pas mal, ça a un coût. Mais par ailleurs, c'est vrai que en termes d'économie d'énergie, on récupère un certain temps. Que des bons projets liés à l'écologie. C'est parfait en tout cas. Merci beaucoup. Donc j'espère que les étudiants ont été intéressés par ce que vous avez dit et qui viendront vous voir à votre stand. Ceux qui habitent à Nogent notamment, parce que ça les regarde. Et les autres aussi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bah écoutez, merci à vous d'être venus. Bon courage. Merci. Au revoir. Et donc on va conclure cette émission spéciale Forum des initiatives locales avec l'AMAP de Creil. On reçoit JP Bertrand. Comment allez-vous?
Très bien, merci. Eh bien, écoutez, on va parler donc de la map de Creil, pour ceux qui connaissent pas. Donc on est parti. Donc c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Voilà, tout à fait. J'ai fait mes devoirs. Donc les AMAP, c'est un mouvement national et il y a d'autres, dans les pays étrangers, il y a aussi d'autres formes d'AMAP. Ouais. Donc le but d'une AMAP, c'est de maintenir et de développer une agriculture paysanne proche des consommateurs et puis qui ont une pratique saine du point de vue environnemental. Donc dans la continuité des associations qu'on a reçues aujourd'hui, donc vos actions consistent en quoi concrètement? Donc concrètement, le soutien qu'on a principalement vis-à-vis des producteurs, c'est de passer des contrats avec les producteurs pour des produits. Et donc l'aide principale qu'on apporte, c'est une vision sur 6 mois pour le producteur de ce qu'il va fournir à des consommateurs. Et on paye à l'avance ces produits, contrairement au supermarché qui paye 2 ou 3 mois après. Donc c'est une avance de trésorerie pour le producteur et puis une vision de ce qu'il va pouvoir vendre au cours de ces 6 mois. C'est les contrats à créer ces 6 mois. Les produits, vous les procurez ou... Non, alors l'association fait l'intermédiaire, organise la passation des contrats entre le producteur et les consommateurs. Mais les contrats sont passés entre le producteur et le consommateur. Et puis le paiement se fait directement au producteur. L'association est juste un facilitateur, n'encaisse pas l'argent. On fait le contact entre le producteur et le consommateur. Ok, donc le consommateur va acheter le produit directement chez le... Non, donc il y a des livraisons. Voilà. Ah, ok. Donc en fait, il y a un contrat qui est passé entre le producteur et le consommateur, et le producteur vient livrer, donc à Creil, il livre Place Saint-Médard le jeudi soir entre 18h et 19h30 devant le Grain de Café. Il livre des paniers qui ont été prévus dans les contrats. Donc on a 2 types de paniers, des paniers à 11 €, des paniers à 16,50 €. C'est une espèce de drive bio en fait. Voilà. C'est ça. Bon, et à Creil, on a une ambiance conviviale avec le Grain de Café, qui est un café très sympathique. Donc, ok. Voilà. Bah, écoutez, parfait. C'est super intéressant. Vous avez d'autres projets? Donc vous êtes que sur l'alimentaire? Oui, alors le but des associations, c'est d'aider les producteurs via en fait l'achat de produits. Donc on a d'autres produits que les légumes. Les légumes restent la base. On a aussi des produits laitiers, donc du fromage. Donc c'est un autre partenariat avec un autre producteur. On a aussi des tisanes, des pommes et puis du porc. Et on a un projet sur de la viande de poulet. D'accord. Et donc 6 mois, demain je veux faire mes courses par le biais de vos actions. Comment je fais en fait pour vous contacter, pour être en contact avec le producteur, etc. Bon, on n'a pas de site internet, donc je ne peux pas vous renvoyer sur un site internet. Ouais. Par contre, vous pouvez passer le jeudi soir une distribution, comme ça vous voyez concrètement comment ça se passe. Okay. Et directement parler avec les gens. Et voilà. Okay. Et puis après, on peut vous montrer les contrats et puis voilà. D'accord, donc le jeudi soir, Place Saint-Médard. Voilà, entre 18h et 19h30. Entre 18h et 19h30. Ok, d'accord. Bah, écoutez, j'espère que, en tout cas, ça vous ramènera des gens, que les étudiants vous ont écouté. Voilà. Donc, pour terminer, autre chose? Oui, bah après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un engagement de la part des adhérents de l'association. Donc, sur la durée, ouais. C'est-à-dire que sur la durée, il faut venir chercher les paniers chaque semaine pour les paniers de légumes. Donc faut savoir à l'avance que c'est pas un acte de consommation qu'on a l'habitude dans les supermarchés où on achète quand on a envie. Là, c'est le producteur qui choisit ce qu'il peut fournir dans les paniers. Donc c'est des produits locaux de saison. Donc il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'il faut cuisiner en fonction des légumes qu'on a reçus. Ça apprend aussi à recuisiner. Hein. Souvent, on demande aux autres comment on cuisine tel légume. J'ai pas l'habitude, donc ça fait changer aussi nos modes alimentaires. Passer à des choses plus saines. Voilà. Ok, intéressant pour les familles notamment. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Bertrand, donc qui représente la map de Creil.
Voilà, donc on va terminer cette émission Radio Madness avec JP. On va parler rapidement du film, donc qui est diffusé. La diffusion commence en ce moment même à l'Amphi B. Donc les mecs, aidez-moi parce que le film, je sais plus c'est quoi. Je sais pas du tout. Vous ne savez pas du C'est tout. un film en rapport avec l'agriculture. C'est Donc, Sacrée Croissance. Le film Sacrée Croissance. Donc voilà, donc allez-y, c'est super intéressant. On a aussi les Restos du Cœur qui sont juste derrière les stands. Donc si vous pouvez faire un petit tour à match, ramener un petit paquet de pâtes, de riz, etc., faites-le. C'est super important. Il y a des familles qui dépendent de ça, qui ont besoin de ça. Donc n'ayez pas la flemme. Voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés. C'était une émission super intéressante donc sur le forum des initiatives locales. Merci monsieur. Merci. Bonne continuation, bon courage et à la prochaine. Merci. Au revoir. Radio Madness.